cette rentrée scolaire, les bonnes volontés multiplient leurs actes de charité à l'endroit des élèves. En plus des fournitures scolaires, le gouvernement togolais a lui offert un élément indispensable pour les études, l'électricité. Et c'est le lycée d'Agodrafort dans les lacs qui en est le bénéficiaire. Et puis ce dimanche 5 octobre 2014 restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'Église catholique et dans la mémoire des fidèles de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. La dite paroisse a été consacrée et abrite désormais les reliques saintes. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Des fournitures scolaires, mais surtout de l'électricité pour permettre aux élèves de bénéficier de toutes les conditions pour la réussite de l'année scolaire qui vient d'être amorcée. C'est ce dont viennent de bénéficier les apprenants du lycée d'Agodrafort et d'autres établissements scolaires de la préfecture des Lacs. Le compte rendu avec Silver Abdou. Un établissement électrifié et des kits scolaires pour les meilleurs apprenants. Ce sont là les diverses actions du gouvernement au profit du lycée d'Agodrafort en ce début d'année scolaire 2014-2015. Par ce geste, le gouvernement entend réaffirmer sa solidarité aux enfants avec pour objectif de faire du système éducatif un facteur de premier plan dans le développement socio-économique du pays. Nous avons réceptionné aujourd'hui 300 kits pour ces élèves de l'école primaire jusqu'au lycée. Si des gens ont pensé à nous pour soutenir et encourager nos enfants, c'est notre devoir à nous en tant que parents de bien encadrer nos enfants à la maison, de bien les soutenir pour que les résultats que tout le monde souhaite soient atteints. À travers l'électrification du lycée d'Agodrafort, le gouvernement veut justement permettre aux élèves d'étudier en plein temps pour une éducation de qualité et surtout les inciter à exceller dans leur cursus scolaire en vue de les amener à devenir des leaders de demain. Ce sont des actions sociales, de proximité vis-à-vis des populations déshéritées. Aujourd'hui, une des réalisations ici, c'est de donner l'électricité en plus des bâtiments pour permettre aux jeunes apprenants d'être dans de meilleures conditions. Des enveloppes financières ont été également remises par les membres du gouvernement pour encourager et hausser le niveau de la scolarisation des jeunes filles de la localité. Une priorité du gouvernement qui davantage s'engage à promouvoir l'accès à l'éducation des enfants. Et justement, la rentrée scolaire 2014-2015 et également les conditions de vie des enseignants étaient les sujets d'échange entre le ministre Misao Nyonfam des Travaux publics et les membres de la section Bassar de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'enseignement du Togo. La correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'enseignement du Togo, FESENTET, a une section à Bassar. Cette section a souhaité rencontrer le ministre des Travaux publics et des Transports, un natif du milieu. Avec d'autres cadres de la préfecture, ils ont échangé sur plusieurs sujets, dont la rentrée scolaire et sur ce qui se fait pour améliorer les conditions de vie des enseignants. La fédération, donc, c'est né à partir d'un groupe d'enseignants pour prôner alors le dialogue d'abord, la négociation et la non-violence. Et pour ne pas aussi sacrifier la jeunesse de demain. On s'est entretenu alors avec le ministre d'abord sur la vie de l'enseignant, nous donner des informations de tout ce qui se passe à leur niveau, au niveau du gouvernement. Le ministre des Travaux publics et des Transports s'est réjoui de la position de la FESENTET, une position qui est l'expression du bon sens puisqu'elle place l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Le message essentiel, c'est d'abord les remerciements et les félicitations au nom du gouvernement pour leur contribution qui a permis leur écoute, leur sens de dialogue, qui nous a permis d'avoir une rentrée scolaire paisible. Ce n'était pas acquis, puisque nous savions que depuis que la rentrée était annoncée, il y avait des remous et des doléances qui venaient de partout. Le deuxième message que eux-mêmes ont dit, c'est qu'ils s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du chef de l'État. Et
échanges ont aussi porté sur la maladie Ebola et la prochaine révision des listes électorales. Le ministre Nyofam a exhorté les membres de la FESENTET Bassar à poursuivre la sensibilisation sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Il leur a aussi demandé d'œuvrer pour qu'au moment où la réactualisation des listes électorales va s'ouvrir, la mobilisation soit à la hauteur des attentes. De son côté, le ministre de la Justice, Kofi Essao, est également cette semaine à l'intérieur du pays pour visiter les tribunaux et les prisons civiles. À ce côté, le garde des Sceaux a échangé avec les magistrats sur leurs conditions de travail avant de se rendre à la prison civile de la ville pour écouter les détenus. La marque Bojona. Le ministre de la Justice Kofi Essao face aux magistrats de la région centrale. Occasion pour lui de toucher du doigt les réalités que vivent ses collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai eu à rencontrer le corps judiciaire ici à Sokodé et la prison, au niveau de la prison, l'administration pénitentiaire, et j'ai également eu à rencontrer les prisonniers eux-mêmes. Et donc c'est pour toucher du doigt les réalités que vivent les détenus et puis en même temps prendre l'ampleur des défis auxquels nos juges, en tout cas tout le corps judiciaire, est confronté ici. Parce que c'est le souci du gouvernement de trouver des solutions à tous ces défis-là. Donc il était normal que je vienne écouter et voir et m'imprégner des réalités que vivent le corps judiciaire et les détenus. Le ministre, après les échanges avec les magistrats, a visité le parquet de Sokodé et la prison civile. Les doléances qui ont été portées à ma connaissance dans les autres prisons sont à peu près les mêmes que celles que j'ai entendues ici au niveau des détenus. Nous avons déjà pris certaines mesures pour résoudre ces problèmes-là, notamment dans le domaine de l'assainissement des prisons, dans le domaine de l'amélioration de l'alimentation, dans le domaine de la santé. Que ce soit au tribunal ou à la prison civile, des doléances ont été adressées au ministre qui a promis les transmettre à qui de droit. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, il a été mis en place ce qu'il a été convenu d'appeler les dialogues inclusifs de l'Alliance globale pour les initiatives de résilience, en abrégé AGIR. Notre pays, le Togo, a participé à la mise en place de ce dispositif qui vise la prise de conscience des populations face au changement climatique. Et pour diffuser les outils méthodologiques de AGIR, des réunions régionales ont été organisées cette semaine à Kara, puis à Atakpami, à l'endroit des acteurs de l'agriculture. Les comptes rendus avec Nestor Mozo et Yves Agbevivi. C'est un cri d'alarme qui a fait réagir l'UEMOA et la CEDEAO. Cri d'alarme, celui des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, assaillis régulièrement par des catastrophes alimentaires, malgré les multiples politiques alimentaires menées depuis des décennies par des organismes et gouvernements. L'UEMOA et la CEDEAO ont initié et lancé en décembre 2012 à Ouagadougou un projet dit Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, en abrégé AGIR, avec le soutien de l'Union européenne. Un projet qui vient en appui aux efforts déjà faits et qui fait l'objet de cette rencontre de différents acteurs de la région des plateaux, question d'y apporter les retouches nécessaires pour une prise en compte des besoins des populations de la région. L'objectif principal, c'est d'ici dans 20 ans que la faim et la malnutrition là soient définitivement éradiquées dans la sous-région. 107 acteurs de divers secteurs participent à cet atelier régional, 107 acteurs qui représentent la voix de ceux qui malheureusement sont souvent victimes de malnutrition, la frange vulnérable du monde rural, les réfugiés et les sans-emploi, entre autres. La sous-région ouest-africaine a enregistré de mauvaises récoltes au cours de la campagne agricole 2011-2012. Cette situation a amené la CEDEAO, l'UEMOA et le Conseil inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel à tenir en fin août 2013 à Cotonou au Bénin
Un atelier au cours duquel il a été proposé la mise en place des dialogues inclusifs pays de l'Alliance globale pour les initiatives de résilience Agir Sahel et Afrique de l'Ouest. Cette rencontre se situe dans le prolongement de celle de Cotonou. Elle a pour intérêt de permettre aux acteurs au niveau de la région de la Kara impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de s'approprier les outils méthodologiques de Agir. Et c'est un processus qui se déroule en 4 phases. Actuellement, nous sommes à la 3e phase, donc il était nécessaire pour nous d'impliquer l'ensemble des partenaires, étant donné que ce dialogue doit être inclusif et participatif. Donc, raison pour laquelle il était important pour nous de passer voir tous les acteurs au niveau régional qui s'impliquent dans le domaine de la résilience. Des ateliers similaires ont eu lieu dans d'autres régions. Une synthèse sera faite de ces différentes rencontres pour avoir un document qui servira à entreprendre un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds en vue de la mobilisation des ressources dans le but de combattre l'insécurité alimentaire. Religion à présent, et c'est en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A, chez les catholiques, que la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedji a été consacrée. Une cérémonie, mieux, un rituel qui confère à cet édifice toute sa sainteté. Un lieu saint dans lequel reposent désormais sous l'autel les reliques de plusieurs saints. C'était au cours de l'Eucharistie présidée par Monseigneur Denis Amouzou Diakba, concélébré par l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Odro et plusieurs autres prêtres. Le compte rendu avec Charlotte Monsimet. La supplication litanique. L'incrustation des reliques des saints, dont Saint Jean-Baptiste, Saint Justin, Saint Irénée. Prière de dédicace. Onction du Saint-Crème sur l'autel et les murs de l'église. Allumage des cierges, signe de la présence omnipotente de l'Esprit Saint. Puis, encensement de l'autel et de l'église. C'est par ce rituel que l'église catholique Notre-Dame de Fatima a été consacrée. Cette cérémonie, dont l'éclat est rehaussé par la présence de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Odro, de plusieurs autorités religieuses, gouvernementales, traditionnelles, confère à cet édifice toute sa sainteté. C'est bien un lieu saint, où Dieu réside totalement. Pour dire à tout chrétien, ou bien à toute personne de bonne volonté qui fera son entrée sur ce lieu, pour lui dire que c'est un lieu où Dieu réside. Dans ce lieu mérite respect, adoration. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, dit l'évangéliste Matthieu dans la lecture du jour. L'occasion pour l'archevêque Denis d'inviter les chrétiens à prendre soin de ce temple par des actions de sanctification. Il les a aussi exhortés à entretenir leur corps, sanctuaire de l'Esprit Saint. Comme nous aimons le chanter parfois, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le sang du Christ. Nous sommes l'amour du Christ. Oui, nous sommes en tant que corps du Christ, le temple de Dieu, la maison que Dieu construit, de par la grâce de notre baptême, qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nourri de la parole vivifiante et de l'Eucharistie, le peuple chrétien, dans son uniforme de circonstance, a glorifié et rendu grâce au Très-Haut par des chants de louanges. L'église catholique Notre-Dame de Fatima a été érigée en paroisse le 5 octobre 2007. Ses fondements ont été posés par les missionnaires comboniens qui ont ensuite passé la main au diocèse de Lomé. L'église adventiste du 7e jour du Togo a, elle, 50 ans cette année. Pour ce jubilé d'or, les fidèles de l'église ont tenu à rendre grâce au Seigneur pour 50 longues années de bienfaits. Ils ont également uni leur voix et intention en prière pour la nation togolaise. Et c'était ce matin sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Sonia Aminiko, Carmen Madji, Akako. L'église adventiste du 7e jour prie pour la paix au Togo. Une journée spéciale pour implorer la faveur et les grâces divines sur les autorités du pays.
et c'est pour marquer les 50 ans de vie de cette communauté chrétienne au Togo. Nous avons organisé cette journée de jeûne et prière surtout pour remercier Dieu et pour prier pour la nation togolaise, pour notre pays, pour ceux que Dieu a mis à la tête de ce pays, pour tous les citoyens de ce pays. L'Église a pour principale mission d'œuvrer pour l'unité des populations. C'est pourquoi cette initiative est soutenue par le gouvernement togolais. Je vous apporte l'expression de la gratitude du président de la République et de tout le gouvernement. C'est le lieu de rappeler à tous les hommes de Dieu, à toutes les églises, que notre appel n'est pas un appel politique. Amen. En tant qu'individu, oui, nous pouvons faire la politique, mais en tant qu'église, notre responsabilité, c'est d'intercéder, c'est de prier et le faire dans la crainte de Dieu. La célébration du jubilé d'or de cette église est marquée par toute une série d'activités, dont une campagne d'évangélisation, des consultations médicales gratuites. Ces 50 ans sont également une occasion pour les fidèles de définir de nouvelles orientations pour une église plus proche de sa communauté. Hors du Togo, face à la propagation non effrénée du virus de la fièvre hémorragique, l'ONU se manifeste. Elle promet une aide logistique aux pays touchés et surtout en Sierra Leone. Pour les responsables de la section santé du système des Nations Unies, la bataille contre le virus d'Ebola nécessite un déploiement de médicaments, de personnel et d'équipements. Terrible constat face à l'épidémie d'Ebola. Les pays infectés par le virus sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures, de personnel de santé et de systèmes de surveillance de propagation de la maladie. Les contaminations sont principalement causées par la dégradation de la situation sanitaire sur place. La bataille contre le virus nécessite un déploiement de personnel, de médicaments et des équipements à tous les niveaux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnels soignants touchés ou tués par le virus. En formant ces personnels à utiliser correctement l'équipement de protection, ils peuvent travailler en toute sécurité et ne sont pas contaminés à leur tour. Pénurie d'équipements de protection individuelle, mauvaise utilisation des masques et des gants, surcharge de travail des équipes médicales, ces facteurs expliquent la proportion élevée des personnels soignants infectés. À cela s'ajoute aussi l'absence d'infrastructures pour incinérer les corps et le manque d'ambulances et de transport. L'UNMIR se concentre à apporter des réponses au niveau de la logistique pour obtenir plus d'hélicoptères, de voitures, de motos pour les agents de santé communautaires au niveau des accès au transport. Autre préoccupation, le nombre élevé d'orphelins, 4000, ce nombre pourrait doubler dans les prochaines semaines. Non seulement ces enfants ont perdu leurs proches, mais beaucoup sont rejetés par leurs amis et voisins par peur de contamination. Quelques centaines sont prises en charge par des ONG, mais la majorité d'entre eux n'ont pas cette chance. Les suites de la saga du trafic de bébés au Niger à présent, le président du Parlement nigérien, principal accusé en exil depuis fin août à Paris, est prêt à s'expliquer devant la justice de son pays. Mais Ama Amadou réclame qu'un mandat d'arrêt international soit émis à son encontre. Le président du Parlement nigérien vit à Paris depuis fin août, en fuite pour échapper à la justice de son pays, selon ses détracteurs, en exil pour se défendre des accusations de trafic de bébés portées contre lui, affirme-t-il. Ses jumeaux de 2 ans auraient été achetés au Nigeria, un montage, selon Ama Amadou, qui réclame qu'un mandat d'arrêt international soit émis contre lui. Je pensais qu'en venant ici, j'obligerais les auteurs de ce montage grossier à exporter le dossier, parce que pour m'arrêter, il faut demander mon extradition. Et pour demander mon extradition, il faut que la justice française soit saisie du dossier et puisse l'examiner. Un
Un mandat national uniquement a été émis lundi par Niamey. L'épouse de Hama Amadou est en prison depuis le 22 juin, mais le président du Parlement récuse tout test ADN pour prouver sa paternité, au motif que la loi nigérienne ne prévoit qu'un test sanguin qu'il a déjà effectué. Ce dossier étant d'essence purement politique, les possibilités de falsification sont tout à fait réelles. Et par conséquent, vouloir en dehors de l'existence d'un cadre légal faire le test ADN, c'est donner la possibilité aux accusateurs de se fabriquer des preuves. Depuis le début de cette législature, c'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Comme vous le savez, il est impliqué dans une affaire de droit commun dite de supposition d'enfant. Les députés proches de Hama Amadou ont boycotté la rentrée parlementaire mercredi. Ils affirment que le pouvoir cherche à destituer le président de l'Assemblée nationale et ils défient quiconque de trouver une majorité des 2/3, soit 76 députés sur 113, pour le remplacer. Et l'actualité est dominée par la crise Ebola. Les conflits sur le continent et ailleurs a quelque peu éclipsé la crise centrafricaine. Pour empêcher qu'elle ne passe aux oubliettes, un journaliste français a organisé cette semaine à Paris une exposition de photos du quotidien des Centrafricains. Regardez. Un décor de rêve pour une dure réalité. Au pied de l'église Notre-Dame, au milieu du parcours de l'opération artistique Nuit Blanche à Paris, les touristes peuvent plonger au cœur d'une nuit noire en République centrafricaine. À travers les photos de William Daniels, ce journaliste français revient de son 5e séjour sur place. Malheureusement, la Centrafrique a un peu disparu de la une des journées ces temps-ci à cause d'une actualité internationale très riche, l'État islamique, l'Ukraine, l'Ebola. Peut-être aussi parce que les médias et le public se lassent un peu de la situation en Centrafrique. Et avec Action contre la faim, nous pensions qu'il était important d'essayer de rappeler, en tout cas en France, que les problèmes en Centrafrique continuent. Assemblés en fresque murale ou projetés sur écran géant, ces images attestent de la violence du conflit, de la détresse des Centrafricains. L'objectif est d'interpeller les passants, toucher un autre public, celui qui ne lit pas la presse internationale. Ceux qui se sentent directement touchés par la crise centrafricaine ont aussi fait le déplacement. Je suis très touchée, parce que jusqu'ici j'ai eu à voir des images, mais en fait en petite dimension, on voit des photos, on voit sur internet, mais voir comme ça des images en grand, c'est impressionnant. Je suis blessé de voir la souffrance de mon peuple, de voir que la population est abandonnée à elle-même. On n'a que des échos, mais de telles images nous permet effectivement de nous rendre compte aussi des réalités et de dire que voilà, la crise n'est pas encore finie, ça continue. Les photos de William Daniels ont une mission, que la crise centrafricaine ne sombre pas dans l'oubli. En page nationale, des cahiers pour les enfants démunis de Bassar en cette rentrée scolaire. Le don émat du président de la République pour les accompagner en ce début de la nouvelle année scolaire. Et du côté d'Agné, c'est une délégation de la nouvelle jeunesse de soutien au président Faure qui a volé au secours des apprenants démunis. Nestor Mozo, la marque Vojona. La générosité du chef de l'État s'est encore manifestée en cette rentrée scolaire. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a envoyé des lots de cahiers aux enfants nécessiteux de la préfecture de Bassar. 4500 cahiers de 100 pages et 1600 de 200 pages. C'est la composition de ce don. Ce don de cahiers que nous venons de remettre pour les orphelins, nos démunis, dans la préfecture de Bassar, représente encore une de ces actions au don au bien du chef de l'État lui-même qui, en début de cette rentrée, a pensé à tous ces enfants. Après la remise symbolique, la répartition est laissée aux soins des chefs d'établissement et aux responsables des points focaux du parti UNIR selon des listes préétablies des enfants nécessiteux. Ouf de soulagement des enfants démunis de la commune de Sokodé. Un don de kit scolaire leur a été remis par la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure. Ce don
est destiné à 500 enfants vulnérables de la préfecture de Tchaoudjo. Il vient renforcer la politique du président de la République en matière de l'éducation. Cette année encore, sous la bénédiction du président de la République, la NGSPF est passée dans toutes les régions du pays pour donner aux élèves nécessités des cahiers, des bics, bref, des kits scolaires. Et en dehors des kits scolaires, il y a eu des pains de savon que nous avons eu à leur remettre. Ceci pour les apprendre à laver les mains une fois revenus de l'école. La coordonnatrice du point focal UNIR présente à la cérémonie a remercié le mouvement NJSPF pour cette action qui vient soutenir les efforts du président du parti UNIR et souhaiter que l'année académique 2014-2015 soit paisible à Tchaoudjo. Une sensibilisation a suivi la remise des kits afin d'attirer l'attention des apprenants sur les modes de transmission de la fièvre Ebola et comment l'éviter. Culture à présent, le Festival international de danse chorégraphique et traditionnelle et théâtrale a connu son apothéose la semaine dernière à Lomé. Des groupes chorégraphiques venus de différentes localités du pays se sont succédés sur scène pour démontrer leur savoir-faire. Ce festival veut promouvoir ainsi le talent des jeunes dont l'âge est compris entre 7 et 18 ans. Carmen Madji, à Capo. Sur scène, des groupes de jeunes révèlent leur savoir-faire. Que ce soit la danse moderne ou traditionnelle, en tout cas, ici, chacun fait ses preuves, avec des pas bien choisis et sur un rythme bien précis. Ils sont 9 groupes au total, celui du théâtre compris. Ils n'ont que seul objectif, faire mieux pour être primés à cette 7e édition du Festival international de danse chorégraphique, traditionnelle et théâtrale Fulchotra. Je suis ravi que l'ONG MED a pu organiser ce concours. Bon, ça permet aussi à nous, les élèves, pendant les vacances qui n'ont rien à faire, de montrer nos talents. On remarque qu'à chaque édition, il y a une amélioration. Cette année, il y a beaucoup de groupes qui sont venus et là, on vient de finir de danser, mais c'est vraiment méga. Ce festival est organisé par l'ONG MED. L'objectif est de promouvoir les valeurs culturelles du Togo. Nous profitons en même temps de l'occasion pour faire le plaidoyer pour le droit des enfants à travers les prestations et à travers les démonstrations. Une initiative visiblement appréciée par les spectateurs. Chaque année, j'ai eu toujours à suivre ce festival. Cette année, je vois que tous les groupes ont été très dévoués au concours. Les fonds recueillis au cours de cette soirée serviront à aider les plus démunis à bien démarrer la rentrée scolaire. L'ONG MED œuvre également dans le domaine de la promotion de l'éducation de la jeune fille. Les populations du canton de Gadja dans la préfecture d'Agou ont débuté depuis hier, la célébration du 25e anniversaire de l'association Togo Toun, une association qui illustre le partenariat entre le village de Gadjagan et la ville de Toun, en Suisse. C'est une occasion de retrouvailles entre les cadres du milieu et leurs partenaires en développement pour faire le bilan de 25 années de coopération Nord-Sud. Augustin Kossi, Charlotte, on s'y met. Le 25e anniversaire de l'association Togo Toun a été célébré dans toutes ses dimensions. 25 années de partenariat entre la ville de Toun et Gadjagan dans la préfecture d'Agou. Un espace d'échange culturel et de développement communautaire marqué par des réalisations.
Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. En cette rentrée scolaire, les bonnes volontés multiplient leurs actes de charité à l'endroit des élèves. En plus des fournitures scolaires, le gouvernement togolais a lui offert un élément indispensable pour les études, l'électricité. Et c'est le lycée d'Agodrafort dans les Lacs qui en est le bénéficiaire. Et puis ce dimanche 5 octobre 2014 restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'Église catholique et dans la mémoire des fidèles de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. La dite paroisse a été consacrée et abrite désormais les reliques saintes.